Bonsoir à toutes et à tous, y compris à celles et ceux qui nous suivent sur le web depuis le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir. D'abord, pour cette fois-ci officiellement, vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu assez magnifique, je trouve. Nous avons volontairement choisi pour ce premier plateau de la Fondation du bien vieillir, eh bien, un lieu jeune, parce que nous pensons que les thèmes de la transition démographique, les thèmes du vieillissement, les thèmes de la dépendance ne sont pas des sujets de vieux pour les vieux, mais sont des sujets qui concernent tout le monde, toute la société, des sujets qui méritent d'être vraiment débattus dans un large cercle. Et pour ça, les lieux importent. Et donc, il nous a paru important de chercher un lieu qui soit ouvert, gai, un lieu qui ait lui-même connu plusieurs vies, puisque je crois qu'on est dans une ancienne poste. Et donc, j'espère qu'ici, les ondes, le feng shui sera le bon pour nous permettre de débattre tous ensemble. Peut-être quelques mots d'abord pour expliquer ce qu'est la Fondation Corian pour le bien vieillir, pourquoi cette initiative. Vous le savez sans doute, Corian est l'une des entreprises leaders à l'échelle européenne dans le domaine des soins et de l'accompagnement des maladies chroniques. Nous accompagnons dans nos désormais 720 établissements, réseaux de soins, résidences, avec nos 47 000 salariés dans 4 pays européens. Nous accompagnons chaque année des dizaines de milliers de personnes âgées, très âgées, parfois aussi plus jeunes, leurs familles, les aidants. Et Corian, ce sont vraiment une communauté d'hommes et de femmes qui se mobilisent au quotidien pour trouver le meilleur accompagnement, procurer le meilleur environnement de vie et accompagner les personnes qui nous font confiance. Bref, vous l'avez compris, et c'est vraiment notre fierté, Corian est une entreprise engagée dans le soin et dans l'accompagnement, une entreprise qui a une mission. Et quand vous demandez aux hommes et aux femmes de Corian pourquoi ils sont là, tous, partout, et certains d'entre eux sont présents ce soir dans cette salle, tous disent qu'ils sont d'abord là parce qu'ils ont le sens de leur mission, le sens de leur engagement, et ça dépasse bien de très loin le simple fait de remplir une mission, de jouer, d'avoir un travail au sein d'une entreprise comme Corian. Bref, nous sommes une communauté, nous avons une responsabilité, nous sommes une entreprise engagée, et il nous a semblé, en tout cas pour moi c'était quelque chose d'extrêmement important, que nous avions aussi un rôle à jouer au-delà même des murs de Corian, pour essayer, à travers les différentes parties prenantes qui interviennent dans le domaine de l'accompagnement du grand âge, dans le domaine de la prise en charge de la dépendance, eh bien, de débattre ensemble de ces sujets, d'accélérer la prise de conscience, parce que la transition démographique, parce que l'enjeu de la prise en charge de la dépendance et des maladies chroniques est l'un des grands sujets du XXIe siècle à l'échelle mondiale, et que donc nous voulons nous donner, expliquer ce que nous voyons et ce qui nous paraît être les grands sujets, et proposer à celles et ceux qui le souhaitent, communautés scientifiques, médecins, associations, parties prenantes, autres acteurs du soin, publics, privés, sans aucune exclusive, nous voulons pouvoir réfléchir à ces problèmes, à ces problématiques, aux meilleures solutions et susciter des initiatives, des projets autour de nous, avec nous, mais aussi plus largement en nous associant à des initiatives qui existent déjà. Tout ça, en fait, ça avait été amorcé à travers un institut, l'Institut du bien vieillir, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui, depuis 3 ans, a contribué à de nombreux projets de recherche appliquée, a contribué aussi à lancer des études sociétales sur comment perçoit-on le très grand âge dans nos sociétés qui souvent ne veulent pas parler de tout de cette réalité. Et fort de cet acquis, fort de ce qu'avait pu construire l'Institut en 3 ans, et fort aussi de l'accueil qui nous a été réservé, avec un nombre de projets, de répondants assez incroyables, on s'est dit on doit être mûr pour passer à quelque chose, l'étape suivante, à la fondation d'entreprise, et c'est donc la démarche que nous avons fait cet été. Et donc cette fondation, très simplement, elle a vocation à continuer à investir le champ du bien vieillir à travers un fil directeur très simple, celui de l'inclusion. Se dire que la manière d'accompagner cette transition démographique, la coexistence dans notre société d'âges extraordinairement divers, du très 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 grand âge jusqu'aux toutes jeunes générations, eh bien c'est en étant
en construisant des lieux ouverts, des environnements ouverts, dans lesquels les générations se rencontrent et dans lesquels on tire finalement le meilleur parti de cette formidable richesse que constitue l'allongement de la longévité, qui est vraiment quand même l'acquis majeur de ces dernières décennies. Donc inclusion des personnes âgées ou des personnes en situation de dépendance, inclusion des aidants, parce qu'accompagner, c'est quelqu'un qui a besoin de soins au long cours, c'est parfois et c'est souvent potentiellement un facteur d'exclusion, de mise à l'écart de la vie normale. Et donc, il y a aussi cette question-là de comment on accompagne et on intègre les aidants, on reconnaît le rôle qui est le leur. Inclusion des soignants, parce qu'être soignant, c'est une vocation, c'est un magnifique métier, quelle que soit d'ailleurs la forme et la spécialité dans laquelle on l'exerce. Mais c'est parfois aussi, on l'a vu dans de récents débats ou stigmatisations, c'est parfois aussi être cloué au pilori de manière souvent très injuste, alors que c'est un magnifique métier. Et ça mérite d'être dit, ça mérite d'être raconté, mis en valeur. Ça aussi, ça participe de l'inclusion. Et puis, il y a enfin l'inclusion à travers tout ce que l'on peut faire pour prévenir ou aller vers le bien vieillir. Et c'est une des thématiques, peut-être Serge Guérin y reviendra-t-il dans quelques instants, sur lesquelles la Fondation a aussi l'ambition de se mobiliser. Alors voilà, pour présenter en quelques mots ce qu'est notre ambition. Et pour faire connaître, donc la Fondation, ça prendra la forme très classiquement de contributions ou d'appels à projets pour engager des travaux de recherche avec des universités, des centres de recherche partenaires. Ça prendra la forme aussi de soutien à des associations, à des initiatives dans les territoires que nous trouvons intéressantes et que nous avons envie de faire connaître. Ça prendra aussi la forme de ce que nous allons faire ce soir, c'est-à-dire de débats ouverts pour donner à la discussion les travaux de la Fondation, faire intervenir ceux qui ont envie de venir débattre avec nous, et puis donner ensuite l'occasion aux uns et aux autres de se positionner, bref, et s'aimer, et faire en sorte de contribuer à notre échelle à une meilleure connaissance, une meilleure appréhension, plus ouverte, plus positive de ces enjeux du vieillissement. Alors c'est ce que nous allons faire ce soir avec ce premier plateau, et il y aura dans ce lieu toutes les 6 semaines des rendez-vous réguliers. J'espère que vous aurez envie à l'issue de cette première soirée de revenir. On reviendra après sur le programme. Le prochain est le 19 octobre et là on aura l'occasion de revenir sur un projet formidable qui a été porté par des étudiants d'une école de design, Strat, qui ont passé du temps dans nos établissements et qui sont arrivés avec des propositions. Et je pense que c'est intéressant de voir ce que des jeunes aujourd'hui, des jeunes designers qui passent du temps dans une maison de retraite médicalisée ou dans des maisons de retraite médicalisées ont envie de proposer à l'issue de ces quelques semaines. Ce soir, eh bien, nous allons nous intéresser à une étude qui a été conduite par l'Institut du bien vieillir avec le soutien, l'implication d'un certain nombre de maisons Corian. Et puis ensuite, on va revenir toute une méthodologie très, très, très savante pour très concrètement s'intéresser aux mots pour dire le vieillissement et la dépendance. Et on est parti d'un constat très simple qui est que, je ne sais pas si c'est le mal de notre époque ou si c'est le propre de l'environnement médical ou médico-social, mais on a pour désigner des réalités très simples, des situations de vie, parfois un jargon épouvantable, et que derrière ce jargon ou derrière une volonté de ne pas dire, de ne pas nommer les choses, on peut créer des dégâts, ou ça dit beaucoup en tout cas, des représentations que l'on a ou des préjugés que l'on a. Et donc vous allez voir que cette petite étude, cette grande étude en fait, puisque ça s'est échelonné sur plusieurs mois, aboutit comme premier effet de nous faire nous interroger sur nos représentations, et puis ensuite très concrètement peut conduire aussi à revisiter la manière dont les soignants, les professionnels de la prise en charge, enfin, du bien vieillir, désignent aujourd'hui les réalités qui sont les leurs au quotidien dans leur métier. Alors, je ne vous en dis pas plus sur cette étude. Je vous propose peut-être tout de suite de commencer par un tout petit film qui va lancer le débat. Et puis ensuite, je céderai la parole à Serge Guérin, qui a été le
superviseur, qu'est-ce qu'on peut dire, Serge? L'inspirateur, le superviseur de cette étude et qui est aussi et principalement le président du comité scientifique de la Fondation, Serge Guérin, que l'on ne présente pas, et puis également à celles et ceux qu'il a invités pour cette table ronde, Carole Renucci, directrice des rédactions de Notre Temps, le professeur Gilles Berru, président du Gérontopole des Pays de Loire et membre du comité scientifique de la Fondation lui aussi, et enfin Aurélie Galin, qui est psychologue et formatrice dans notre académie Corian. Eh bien, ce sont tous les quatre qui vont intervenir et débattre sur cette étude avant d'engager le débat avec vous. Mais tout de suite, je vous propose de regarder le petit film, ce petit micro-trottoir. Merci. C'est un peu compliqué pour moi. On parle souvent de légumes. Très très vieux. Invalide. Une personne qui n'a plus, disons, toutes ses idées, toute sa tête. Handicap. Folie. J'aime pas trop ce terme. Se promènent sans savoir où elles sont, sans savoir où elles vont. Qui perd pied. Ils ont vraiment besoin d'aide dans tout. Qui a perdu complètement la raison. Malheureusement, fin de vie, ce qui est faux. Liberté. Des sages. Confort. Cocooning. Sérénité. Livre ouvert. Aux unes et bonjour aux uns. Alors, je vais monter sur la petite estrade, ça me permet d'avoir une taille presque normale. Donc, bienvenue. Alors, Sophie, on a déjà un gros problème. C'est pour la première, c'est déjà rempli. Donc, ah oui, oui, chaque personne pourrait être ensuite sur les marches, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, on voit en tout cas que les choses fonctionnent très bien. Alors, ce petit film, vous avez vu, on aurait pu faire un florilège des pires choses qui peuvent être dites sur le sujet. Ça n'a pas une expression scientifique, mais ça a bien une expression de verbatim. Les gens, ils se sont pas forcés pour le dire. Et on voit bien, rien que par là, combien la question des mots est absolument essentielle. Mon vieux camarade Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde ». Et on est en plein dedans. Aujourd'hui, dans la culture générale, dans le regard de la société, ce sont ces notions comme ça extrêmement négatives qui sont portées sur le grand âge, sur le vieillissement, sur les vieux, voilà. Et finalement sur même le fait de vieillir. Vieillir, c'est déjà être malade, et vieillir, c'est déjà commencer à mourir, hein, dans la tête des gens. Et le problème, c'est que vieillir, ça commence dès le premier jour. Donc en fin de compte, dès le jour de notre naissance, on commence à se préparer à mourir. Donc c'est un peu quand même compliqué cette affaire-là. Donc c'était vraiment un enjeu extrêmement important cette étude, et le fait qu'on ait commencé pour présenter le premier plateau sur cet élément-là, qui est un élément plus que symbolique. Si on ne gagne pas la bataille des idées, si on ne gagne pas la bataille des mots, si on ne gagne pas la bataille culturelle, bah on a perdu tout le reste, et en particulier un autre regard, d'autres actions, d'autres manières d'aborder les choses. Donc c'était pour nous extrêmement central. Alors cette étude, elle a été portée par la Fondation, elle a été portée par la déléguée générale de cette fondation, qui est Aude Letty, à qui je vais demander de bien vouloir me rejoindre. Aude, en fait, c'est elle qui bosse, hein, dans l'histoire. Et donc, il faut quand même, il faut le dire et te remercier pour tout cela. Et on va peut-être commencer, avant d'entrer dans le débat, dans l'échange, je vais proposer à Aude qu'elle présente de manière synthétique cette étude en question. De manière ouverte, vous avez des documents qui font aussi une synthèse, et vous repartirez en plus avec ces documents, car la Fondation Corian pour le bien vieillir ne recule devant rien. Ce sont des images, ce sont des vidéos, ce sont de l'oral, mais c'est aussi de l'écrit, parce que là aussi, alors ça fait très ringard, mais encore une fois, il n'y a rien qui dépasse pour la réflexion la notion d'écrit. Donc c'est important aussi de laisser une trace, et la trace, elle peut être parfois digitale, mais la vraie trace, elle est quand même aussi des mots qui sont appliqués sur des pages blanches qu'on noircit, et finalement qu'on va transmettre ensuite à d'autres. Donc ces mots que l'on va trouver, c'est aussi une autre façon pour nous de transmettre ces options-là, ces idées-là, et on espère évidemment que de ce groupe-là, avec tous les millions de personnes qui nous regardent sur le net, tout ça permettra aussi de polliniser l'ensemble de la société. Aude, à toi. Merci beaucoup Serge. Reste avec moi, je me sentirai moins seule.
Alors, je vais vous présenter effectivement aujourd'hui les résultats de cette étude qui a été menée en collaboration. Alors, je n'étais pas toute seule à travailler, avec des soignants, des collaborateurs Corian. Serge nous a également accompagnés. Notre temps nous a aussi accompagnés sur la partie qualitative de cette étude. Alors, comme vous l'avez vu dans le petit film qui vous a été présenté, les mots utilisés ont un impact soit positif, soit négatif sur le ressenti et la manière dont les personnes évoquent la vieillesse et le vieillissement. C'est ce qui nous a conduit à mener cette étude en disant que finalement, les mots qu'on utilise aujourd'hui au quotidien déjà ne traduisent pas l'évolution de l'état d'esprit des seniors aujourd'hui et ne reflètent pas non plus la réalité de l'accompagnement des soignants, des aidants, professionnels ou non professionnels, au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit finalement comment trouver les mots justes, les bons mots, comment recréer un lexique qui traduise mieux cette réalité et qui parle positivement de la vieillesse. Voilà, donc je vais passer rapidement du coup. Donc, sur la méthodologie de l'étude, on a eu trois temps forts. Un premier temps fort, donc une revue de bibliographie, une étude qualitative, puis une étude quantitative. Vous avez d'ailleurs le rapport de cette étude quantitative qui vous a été remis à votre arrivée. Donc sur la première partie, on a regardé, effectivement, on a fait un état de l'art, on a regardé dans les principales bases de données scientifiques s'il y avait eu des travaux réalisés justement sur des représentations positives de la vieillesse, voir voilà, si on pouvait s'en inspirer pour trouver ce lexique plus juste des mots. Et on s'est rendu compte à travers les résultats de cette revue de littérature que finalement il y avait très peu de travaux, que ce qu'on retrouvait, c'est qu'il y avait deux façons de parler de la vieillesse physique, souvent négative et associée au déclin, et une manière plus positive d'envisager la vieillesse à travers l'expérience, le savoir accumulé, la sagesse. Et puis d'autres enseignements également intéressants, si on s'attarde plus spécifiquement à la langue française, il y a deux points intéressants. Le premier point, c'est que on fait preuve d'une certaine discrimination lorsqu'on parle des personnes âgées en France. Un vieux n'est pas une vieille, par exemple, et un vieillard n'est pas une vieillarde. Et c'est toujours une connotation beaucoup plus péjorative lorsqu'on féminise ces mots. Première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en France, on a construit tout un tas de périphrases pour éviter de dire justement vieillesse, vieux. On parle de papy boomers, on parle d'octogénaires, voilà, qui traduisent finalement une certaine crainte de la vieillesse et dans lesquelles les seniors ne se reconnaissent d'ailleurs pas forcément. Voilà, donc une fois cette première phase passée, on s'est réunis en groupe de travail avec Serge notamment, Aurélie Galin qui va témoigner tout à l'heure également sur scène, les équipes de Notre Temps, des soignants de Corian. Et ce groupe de travail était animé par une sémiologue. Alors qu'est-ce qu'une sémiologue ? Sémiologie s'intéresse au-delà des mots à tous les signes et la symbolique qui accompagne les mots lorsqu'ils sont replacés dans un certain contexte. Donc notre objectif était de développer un lexique de l'âge qui soit plus juste. Et donc on a eu 4 axes de recherche à travers voilà, comment qualifier les personnes âgées, les établissements, les activités que l'on propose et la maladie. Les résultats, c'est qu'on peut trouver un champ sémantique positif. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut voir la vieillesse sous un angle qualitatif et pas quantitatif. Ce n'est pas le nombre des années qui compte, mais effectivement l'expérience et le savoir accumulé. Et que lorsqu'on parle de la maladie, il ne faut pas voir justement que le vocabulaire médical et s'attarder aussi sur tout ce qui entoure la maladie, les ressentis affectifs, et les besoins de réconfort qui accompagnent justement la maladie et qui, eux, traduisent un accompagnement beaucoup plus positif. La volonté aussi des personnes de rester utiles, acteurs de leur vie et de leur maladie.
Donc la troisième étape, et non des moindres, était donc une étape plus quantitative. On a dégagé du premier groupe de travail un petit corpus de mots qu'il a fallu étoffer pour pouvoir les tester. Donc on a été accompagné par l'Institut Médiascopie pour étoffer cette liste de mots, et on a abouti à une liste de 185 mots qui ont été testés auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français. Autour de 2 échelles, une échelle de ressenti, positif ou négatif, voilà, est-ce que le mot est angoissant ou pas, et une échelle de prise en compte du mot par la société dans le futur. Finalement, est-ce que c'est important de considérer ce mot pour le futur? On va vous présenter rapidement la synthèse de cette étude, les 4 grands enseignements. Tout d'abord, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il faut effectivement privilégier les mots qui traduisent une certaine continuité pour éviter le sentiment de rupture. Ainsi, dans l'appellation des personnes âgées, on s'est rendu compte, par exemple, que les plus jeunes plébiscitaient les appellations papy-mamie. Voilà, c'est le côté affectif, effectivement, mais voilà, qui n'est pas forcément très apprécié par les plus âgés, qui préfèrent l'appellation aîné. Là, on est vraiment dans la continuité, on est toujours l'aîné de quelqu'un. Et c'est aussi une sorte de bouclier contre une certaine infantilisation des personnes âgées. On a vu aussi qu'il fallait privilégier les verbes actifs, pouvoir continuer à faire des choses, c'est important, et bannir tout ce qui est ne plus pouvoir s'alimenter, ne plus pouvoir marcher. Et finalement, avoir besoin de l'aide de quelqu'un n'est pas du tout perçu négativement. Ce qui est vraiment très angoissant, c'est de ne plus pouvoir faire les choses. Attention également au vocabulaire médicamenteux, qui peut être source d'une forte inquiétude. Alors tous les scandales, les médicaments évidemment, je pense, ont un effet. Le spectre de la surmédication qui est bien connu auprès des personnes âgées. Et à contrario, du coup, tout ce qui est relatif aux thérapies non médicamenteuses est plutôt plébiscité par les Français, et d'ailleurs en particulier par les femmes. Troisième enseignement, c'est qu'effectivement la peur du déclin psychique est plus préoccupante que les affections physiques. La démence est plus inquiétante que la souffrance. Et là encore, si on regarde en fonction des tranches d'âge, on se rend compte que les plus jeunes, les 25-34 ans, ce qui craignent avant tout le cancer, c'est vraiment le cancer qui fait peur. Et voilà, plus on avance en âge et au-delà de 50 ans, ce qui fait peur, c'est la démence, plus que le cancer et la souffrance. Et dernier enseignement et non des moindres, c'est que prendre soin implique avant tout d'être entouré. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout l'accompagnement, l'attention, la bienveillance est tout aussi important que les soins et que les actes médicaux qui sont portés. Et je suis désolée pour les médecins qui sont présents dans cette salle, mais les Français plébiscitent plutôt les figures qui font, c'est-à-dire les aides-soignantes, les infirmières, plutôt que les sachants, qui sont les médecins et les pharmaciens. Voilà, alors, une fois ce corpus de mots testé et effectivement ces nouveaux mots, ce nouveau lexique détecté, on a réalisé un petit guide qui vous a été remis là aujourd'hui aussi pour voilà, en finir avec tout ce vocabulaire très stigmatisant. Et on a regardé par quoi est-ce qu'on pouvait remplacer ces mots. Voilà, donc on s'est également amusé à un petit exercice, je vais reprendre mes notes parce que là il faut que je lise, qu'on a réalisé avec le docteur Paul-Émile Haï, qui est le directeur médical du pôle senior chez Korian. Alors je vais vous lire, en fait on a fait un travail sur les transmissions des médecins qui sont faites dans nos établissements, avec un avant-après. Alors avant, ça donnait, voilà, Monsieur Jean Bertrand était admis dans la maison de retraite Korian Les Bons Moments le 1er décembre 2000. Sa famille a décidé de le placer car le maintien à domicile était devenu impossible. L'institutionnalisation apparaissait comme inévitable. Il est dément, dépendant grabataire, incontinent anal et urinaire. La prise en charge exige plusieurs aides techniques. Lève-malade, fauteuil-coquille, change complet. Lors de la rédaction de son projet de vie, on réalise sa grille Agir pour identifier le niveau de dépendance. Compte tenu de cette dépendance, on adapte le plan de soins afin d'apporter l'aide la plus adaptée. On ne ment pas, hein.
C'est ce qui était, c'est ce qui est rédigé dans les transmissions. Et du coup, après, si on change les mots, voilà, ça devient « Monsieur Jean Bertrand a été accueilli au sein de la maison Corian Les Bons Moments le 1er décembre 2016. Rester à domicile devenait difficile et cet accueil a semblé être la meilleure option pour apporter confort et sécurité à Monsieur Bertrand. Au décours de son arrivée, l'équipe de soins effectue un recueil d'informations des capacités préservées de Monsieur Bertrand. Grâce à ces informations, on peut élaborer son programme personnalisé. Pour cela, les professionnels se renseignent sur les souhaits de M. Bertrand auprès de ses proches. En effet, compte tenu des troubles cognitifs évolués, M. Bertrand n'est pas directement interrogeable à ce sujet. On identifie que des aides humaines et techniques sont requises pour plusieurs activités de la vie quotidienne, lève-personne, fauteuil confort, protection urinaire. Ces aides permettent d'éviter à M. Bertrand d'être confiné au lit en journée et de pouvoir assister ainsi aux activités proposées dans la maison. Voilà. Donc là, on change les mots, on valorise en plus vraiment l'accompagnement qui est fait dans nos établissements. Ça reflète beaucoup plus la réalité de ce qui s'y passe. Donc je vous invite à consulter ce guide qui vous a été remis, qui sera également disponible et téléchargeable sur le site de la Fondation. Dans la même collection, comme ce lieu était très inspirant autour du design du jeu, on vous a mis également à disposition d'autres guides de la Fondation, notamment un guide sur le jeu, l'impact du jeu dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, qui est disponible à côté de tous les petits jeux qui sont disposés dans cette magnifique salle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aude. Alors, finalement, quand on regarde bien cette étude, elle montre bien un enjeu absolument majeur qui ne concerne pas seulement les aînés, ceux qui prennent de l'âge, qui concerne l'ensemble de la société. C'est est-ce qu'on valorise les personnes sur leurs capacités ou est-ce qu'on passe notre vie à dire aux personnes « vous n'êtes pas capable de ». Et finalement, ça commence dès le début à l'école. Vous ne savez pas faire ça, tu es incapable de faire ça, et ainsi de suite. Ou bien est-ce qu'on a une approche dite Montessori pour aller vite, ou en fin de compte, on va aller du côté de ce dont est capable la personne, et à partir de là, en la valorisant, on va l'accompagner pour qu'elle puisse réussir d'autres choses. Et donc c'est vraiment deux regards, deux manières d'aborder l'être humain, quel qu'il soit, et c'est aussi peut-être deux façons de regarder une société. Est-ce qu'on insiste sur les incapacités, ou est-ce qu'au contraire, on insiste sur les capacités, sur les habilités. Après tout, dans l'économie, le prix Nobel Amartya Sen était sur d'autres éléments, il était sur les mêmes choses. Les gens très pauvres ont la capacité de faire ou telle chose, en les appuyant sur telle ou telle chose, finalement, ils arrivent à développer qui une capacité d'entrepreneur, qui une capacité de se former, et ainsi de suite. Et donc, on peut sortir de son état, on peut sortir de sa situation, parce que justement, on est, le mot maître, tu l'as utilisé, le mot d'accompagnement, permettre à la personne d'être, si ce n'est acteur de sa vie, en tout cas au moins auteur de son projet. Et du premier jour au dernier jour de nos vies, qui que nous soyons, c'est ça l'enjeu. Et je trouve qu'autour de cela, finalement, la Fondation Corian, qui encore une fois, pour moi, est une fondation d'intérêt général, au-delà même de la question de l'âge, au-delà même de la question de la transition démographique, au-delà même d'un autre regard sur l'âge, c'est aussi tout simplement un autre regard à porter sur nous tous, qui que nous soyons. Merci Aude encore. On va passer maintenant à la partie débat avec nos trois intervenants, avant qu'il y ait un débat avec l'ensemble de la salle. Alors je vais demander à Carole Renucci de bien vouloir me rejoindre. Carole Renucci, l'air de rien, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, j'aime bien le terme mesdemoiselles, vous avez devant vous la journaliste de presse écrite la plus puissante de France. Ben oui, tout simplement parce que Notre Temps est le premier média écrit. Mensuel. Faut le préciser. Oui, voilà. Premier média écrit. Avec un très beau public qui nous suit depuis 50 ans. Voilà, cette année, Notre Temps a 50 ans. Avril 1968. Alors, ils sont arrêtés au mois de mai. Il y a des gens qui ont lancé des pavés et tout ça. Mais c'est amusant parce que les jeunes gens qui lançaient des pavés en mai 68, peut-être aujourd'hui sont électeurs. Un petit peu, voilà. Oui. On a un peu du mal quand même avec cela. Je dirais c'est une génération un peu compliquée. que certains ont appelé d'ailleurs la génération shaker. Alors à partir de là, on peut en discuter très longtemps, mais je crois que ce n'est pas le thème de ce soir. Tout à fait. Prends place, on va... Voilà. J'ai demandé à Gilles Berru, professeur Berru. Alors, professeur Berru a aussi un immense avantage. C'est à peu près le seul... Enfin, c'est pas le seul, c'est pas vrai, mais il fait partie de ces gérontologues, de ces médecins qui depuis très longtemps disent la santé est bien trop importante. La question du vieillissement est bien trop importante. La transition démographique est bien un enjeu trop important pour qu'il reste limité dans les mains des médecins. Et rien que pour ça, je t'en remercie. Et plus d'une fois, on a... Les militaires et la guerre.
sans remarque particulière sur une actualité récente. Voilà. Et je vais demander à Aurélie Galin. Aurélie Galin personnalise ce dont parlait Sophie il y a quelques minutes, c'est-à-dire des salariés qui, au-delà de leur métier, ont aussi tout simplement une passion. Et donc c'était ça aussi qui était intéressant, à la fois comme formatrice, comme psychologue. Elle va bien au-delà de son métier et de ses heures. Et quand il est 17h03, elle ne dit pas il est 17h03. Elle continue à faire ce qu'elle a envie. Et parfois même, il faut même l'arrêter. Parce qu'à 23h15, il est quand même temps de rentrer chez soi. Voilà. Donc vous trois, on a vu donc ce film. Et je voulais tout simplement d'abord à Gilles et Carole, mais dans votre pratique, l'un de médecin, l'autre de journaliste, comment justement vous maniez les mots et est-ce que justement vous avez cette attention ? Alors, nous manions forcément les mots, je dirais, avec discernement et précaution, sans quoi, je vais être un peu cynique, nous n'aurions plus de lecteurs, puisque la sanction tomberait évidemment tout de suite. On a la chance d'avoir des lecteurs qui réagissent bien, vite, qui nous écrivent. On a énormément de courriers. Évidemment, il y a tout ce qu'on peut lire aussi sur la toile, au travers de notre site notretemps.com. Il y a quelque chose, en termes de lien avec notre média, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une grande proximité. Et donc, qui génère aussi des réactions avec une certaine, je dirais, une certaine violence, une certaine affection, très chargée en affectif. Donc, nous devons de trouver les bons mots. À chaque fois qu'on écrit un article, vous imaginez bien qu'on pèse chacun des mots. Ça commence au niveau du titre, ça continue au niveau du chapeau, les 4-5 lignes qui vont résumer le propos. Et puis, ça va aussi avec l'angle du sujet, la façon dont on va angler notre sujet. C'est d'une certaine façon la balade qu'on va proposer à nos lecteurs sur un sujet qui parfois peut être un sujet très sensible. Alors, je l'ai entendu tout à l'heure, le mot accompagnement est extrêmement important. On se positionne aux côtés du lecteur pour l'aider à cheminer sur une thématique qui n'est pas forcément évidente. Donc voilà, en termes de positionnement, c'est ça. Et puis je dirais que finalement, c'est un petit peu ce que font tous les journalistes, quelle que soit leur cible. Quand on s'adresse à des lecteurs, à des enfants, eh bien, on fait avec ce qu'est le champ lexical d'un enfant. Quand on est dans la presse pro et par exemple on a une action de management, eh bien évidemment on va trouver les bons mots qui ne vont pas heurter les professionnels qui travaillent avec le manager. Et de la même façon avec les personnes âgées, on se doit de trouver les bons mots, sachant que ce sont des personnes qui parfois peuvent être très fragilisées, puisque les thématiques qui sont les nôtres, ce sont des thématiques sensibles, celles de la santé, celles de la succession. Donc autant vous dire qu'on est sur un terrain miné. Merci beaucoup Gilles. Pareil, dans ta pratique. Alors, dans ma pratique, en fait, il y a deux aspects. Le premier, ce sont avec les jeunes professionnels, ou les moins jeunes, ceux qui sont des médecins installés, qui font la capacité de gériatrie, ou etc. J'adore les erreurs de vocabulaire, parce que c'est vraiment une source pédagogique inépuisable. Et c'est vrai que utiliser un mauvais mot, c'est utiliser finalement une sémantique qui ne renvoie pas au même concept. Et donc, c'est une occasion d'expliquer le concept. Par exemple, le texte, c'était vraiment très, très bien l'exemple donné à l'instant de la personne qui fait un projet personnalisé à propos de la grille, avec la grille Agir, qui n'est pas du tout faite pour analyser la déficience, mais le besoin de soins requis. Eh bien, c'est des erreurs merveilleuses pour expliquer la différence entre les deux. Entre autres, la différence entre le psychisme et le cognitif, ça, c'est un régal sans fin pour l'enseignant, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, ces erreurs de vocabulaire, parce que ça permet d'expliquer un peu la mécanique qui permet de comprendre dans quel champ épistémologique se situe le mot. Donc ça, c'est un élément important. C'est un peu abstrait ce que je dis là, mais dans le domaine du vieillissement, on est vraiment dans une difficulté épistémologique permanente, puisque le vieillissement est un cul-de-sac intellectuel. Et c'est avec ça qu'on arrive à définir notre champ professionnel. C'est pas simple. Et puis, en consultation, alors là, c'est tout à fait un autre enjeu, c'est-à-dire c'est utiliser les mots de tous les jours, et l'essentiel étant de pouvoir créer une communication entre le ressenti et l'exprimé. Et j'utilise l'exprimé plus que l'information, parce que finalement, l'information, c'est toujours le médecin qui croit qu'il a informé, et on se rend compte que la personne ne peut pas redire, etc. Gilles.
et ne peut pas redire, mais que l'exprimer, l'expression, c'est dire une partie de soi-même en consultation, et ça va dans les deux sens. Et donc, on a en même temps un réel et le vécu de ce réel. Et je pense qu'à ça, vraiment, on est au cœur de la rencontre présentielle d'une consultation en gériatrie. Merci beaucoup. Ce sur quoi a insisté beaucoup Aude, c'est, par exemple, prendre des verbes actifs. C'est cette notion de continuité. Et finalement, cette continuité, on la retrouve dans le magazine Notre Temps. Votre vie continue. Quelqu'un qui fut rédactrice en chef bien avant toi, en 1977, parlait déjà en disant un éditorial où elle avait dit la retraite n'est pas le retrait, qui était déjà cette notion de c'est une continuité de vie. Et en gérontologie, c'est aussi la même chose, cette vie d'aujourd'hui et la continuité de la vie d'hier. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette notion-là ? Moi, alors peut-être que je ne vais pas répondre à ta question et la décaler. Moi, je pense que la grande difficulté que l'on a, c'est d'utiliser l'inverse pour dire quelque chose et d'avoir des concepts, enfin des mots qui deviennent des mots valises. On a, par exemple, un mot qui a été utile peu de temps et qui nous a fait énormément de mal, c'est le mot dépendance. Et une fois qu'on avait complètement épuisé jusqu'à la corde le mot dépendance, en construisant d'ailleurs un ensemble à la fois administratif, financier, etc., qui était complètement... qui s'autonomisait, on a trouvé que ça faisait moche, et donc, quand c'est dépendant, on parle de l'autonomie. Or, l'autonomie n'est pas l'inverse de la dépendance. L'inverse de la dépendance, c'est l'indépendance. L'autonomie, c'est évidemment sur un autre registre, beaucoup plus global. Et donc, on est en train de parler d'autonomie à tout bout de champ pour dire qu'on va parler de la dépendance. Et ça nous a fait beaucoup de mal en gériatrie, parce que mettre la dépendance dans le champ social, ça a déconnecté en fait toute l'action sociale de ces causes, en particulier cognitives, et de parler tout le temps d'autonomie alors qu'on ne parle que finalement de dépendance fonctionnelle, ça a trahi en fait les missions et finalement l'utilisation des moyens. Et ça fait maintenant plus de 10 ans, enfin, ça a commencé en 1997 avec la prestation spécifique dépendance en vue de l'allocation pour l'autonomie. Et on a créé en fait un fossé sémantique dont on souffre encore aujourd'hui. Donc il y a cette difficulté-là, c'est l'usage d'un mot pour caractériser une action collective, notamment à travers une loi, un décret, ou etc., qui va finalement créer une construction conceptuelle, mais à partir du mot et non pas de sa signification. Carole, merci. Tu peux reformuler la question, s'il te plaît, cette notion de continuité, oui. Quand on a parlé de l'étude, on voyait que la notion de continuité est extrêmement forte. Comment elle est traduite, ou est-ce qu'elle est traduite au sein de Notre Temps ? Elle est bien sûr traduite, puisque ce que l'on sait, c'est que nos lecteurs ne veulent pas être ostracisés, ils veulent rester dans la société, ils veulent rester dans l'intergénérationnel, ils veulent rester dans le lien. Donc il est bien évident que tout ce que nous écrivons et tout ce que nous proposons s'inscrit parfaitement dans la vie. Ça, c'est essentiel. Donc à partir de là, on sait que leur vie est très différente selon là où ils sont, en EHPAD ou ailleurs, et selon leur âge. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, à cet effet, on n'a pas qu'une seule proposition, on en a deux, puisque nous versionnons certains papiers, chose que tout le monde ne sait pas. Comme on a une indication de l'âge de nos lecteurs, notamment au travers de nos abonnés, qui sont au nombre de 500 000, donc autant vous dire que c'est une manne, on sait qu'à partir d'un certain âge, on ne va pas pouvoir traiter et aborder les questions, donc on est en plein dans le sujet, de la même façon. Donc là, on est sur la continuité, puisqu'on va arriver avec un même sujet. Je prends au hasard un sujet sur le cancer, par exemple, pour les actions santé, ou un sujet de société, la solitude, aidant, aider, enfin bref, des sujets, il y en a plein. Il y en a au moins pour courir sur 30 pages dans chacun des numéros. Et il est vrai qu'on est dans cette continuité, puisque ce sont des sujets qui concernent tout le monde, mais de façon différente. Voilà, c'est un exemple pour dire à quel point il nous semble nécessaire d'offrir un écrin, je dirais, a priori unique, mais qui est suffisamment sensible pour répondre aux attentes des différents lecteurs. Merci beaucoup. Gilles, de manière très rapide, comment, quand on est médecin, moins recourir au vocabulaire médical ?
quand on est médecin, utiliser à bon escient le vocabulaire médical. Alors, comment ne pas recourir tout simplement, je crois que tout le monde le sait, c'est la reverbalisation, c'est de partir avec le bagage de vocabulaire de la personne qu'on a devant soi, et en réutilisant les mots, et en essayant de leur donner quelquefois une coloration par des adjectifs, par des réutilisations. On essaye de mener la personne de son idée initiale vers une idée déplacée. Alors quelquefois, on arrive même à la déplacer jusqu'à de ce qu'on voulait dire. Ça, c'est fabuleux. De temps en temps, c'est simplement un déplacement. Voilà. On part du maintien au domicile, par exemple, c'est vrai, une expression abominable, vers une possibilité de retrouver une qualité de vie, un bien-être, ou de retrouver une vie sociale ou une collectivité, etc. Et donc, on fait ce déplacement-là. On passe d'une obligation à partir en maison de retraite à une hypothèse par précaution d'une démarche qui pourrait être intéressante, en prenant l'exemple de l'assurance automobile qu'on ne paye pas dans le désir de faire un accident. Et voilà. Et donc, ces déplacements-là voilà. Et puis, au niveau médical, c'est la chasse. Et là, c'est terrible. Hein, il n'y a pas une semaine sans ça. C'est la chasse à tout ce qui est la confusion entre la psychiatrie et la cognition. Ça, vraiment, je pense que Madame la psychologue appuiera. On se bat avec ça toute la journée. Toute la journée. Et nos confrères psychiatres ne nous aident pas beaucoup là-dessus, parce que je pense qu'eux-mêmes ont découvert tardivement la cognition dans la maladie psychiatrique. Et donc, c'est vraiment une bouillie pour les chats aujourd'hui. Et on voit bien, par exemple, que l'EHPAD est en train de sombrer complètement aujourd'hui par le fait qu'on n'a pas pris en compte la cognition et qu'on n'est pas là pour traiter la dépendance des personnes, mais pour être le coach de quelqu'un qui a un syndrome dysexécutif, ce qui est évidemment pas du tout la même chose. Et je n'ai pas besoin de parler d'humanitude ou de quoi que ce soit pour devenir le coach de l'autre, parce que tout simplement, la base conceptuelle, c'est un syndrome dysexécutif. Et pas du tout une perte cérébrale d'humanité, comme pourrait dire le philosophe Malherbe. Merci beaucoup, et on voit bien d'ailleurs derrière que c'est une question d'empathie. Alors, Carole, on était sur ces questions de troubles cognitifs. Comment, dans un magazine, on arrive à traiter un sujet qui est aussi délicat, aussi complexe, qui renvoie autant, on l'a vu avec l'étude, autant d'inquiétudes, d'insécurité, d'angoisse des personnes? Alors, donc, on parle bien de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Pour prendre cette maladie-là, alors on l'aborde souvent sur le thème de la mémoire, puisque arrivé à un certain âge, les personnes, dès qu'elles oublient leurs clés, etc., tout de suite, elles sont très, très, très inquiètes et se demandent si effectivement elles ne sont pas en train de devenir Alzheimer. Donc on peut traiter ce sujet par ce biais-là et évoquer à un moment donné ce trouble, en leur donnant des indications qui va peut-être les conduire à la consultation. On a un autre angle qu'on vient d'explorer à l'instant, c'est celui du sondage. C'est-à-dire qu'on a mesuré la connaissance du grand public sur cette maladie et ça nous permet en fait d'arriver avec des vrais et des faux. Alors on espère bien que toute cette matière va pouvoir concourir à rassurer les personnes ou à se renseigner davantage. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Et puis il y a évidemment celle du témoignage. Alors témoignage de personnes d'aidants, par exemple, qui racontent l'histoire. Voilà, ce sont, je dirais, des angles possibles pour aborder ce type de questions. Merci beaucoup. Aurélie, ça c'est le micro. Voilà. Est-ce que vous avez participé donc à cette étude? Je présume qu'elle vous a un petit peu bousculé. Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans votre pratique au quotidien de votre métier? Alors, je dirais que concrètement, sur les résultats de l'étude, et bon mot pour le dire, ce qui m'a interpellée, c'est tout le vocabulaire que l'on utilise au quotidien quand on est soignant en EHPAD, alors que ce soit moi en tant que psychologue ou les aides-soignantes, les infirmières, etc., qui nous semblait adapté, qui nous semblait bienveillant et bien traitant. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est des mots qu'on utilise au quotidien qui heurtent. Donc ça pousse à la remise en question, alors que ce soit dans ma pratique de psychologue en EHPAD ou que ce soit dans le discours que je peux avoir avec les salariés et les soignants que je forme dans le cadre de ma fonction de formatrice. Et donc du coup, en fait, l'idée, c'est toujours être dans la vigilance, parce que les habitudes, on la vie dure.
Et quand on a depuis des années utilisé toujours le même vocabulaire et qu'on se rend compte à un moment donné, par le biais d'études comme celle des bons mots pour le dire, que ce n'est pas les bons mots et que ces mots peuvent heurter les personnes alors qu'on a justement des bonnes intentions quand on les dit. Du coup, ben voilà, ça pousse à la vigilance, à essayer de se corriger à chaque fois et d'avoir les bons réflexes, modifier le langage. C'est vrai que l'exercice que Aude vient de présenter en modifiant les mots d'une transmission d'un médecin et en utilisant les mots qui sont ressortis de l'étude sont extrêmement évocateurs. Parce que c'est des termes, effectivement, qu'on utilise, nous, au quotidien. Il n'y a pas que les médecins qui les utilisent. Nous aussi, on les utilise. C'est un jargon médical qui, je pense, nous protège un petit peu. On technicise un peu notre profession et on essaie d'apporter une compétence, un savoir, mais ce jargon, finalement, ne rend service à personne, ni à nous, et encore moins aux patients dont on s'occupe au quotidien. Du coup, quand vous en parlez dans les sessions de formation avec les salariés, est-ce qu'il y a une acceptation de ce que vous dites? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'au contraire, il y a un déni? Enfin, comment ça se passe très concrètement? Alors, c'est vrai que quand on aborde la question des mots que l'on utilise, le premier réflexe des salariés va dire « bon, ben, ça va, il y a d'autres choses à penser, c'est pas si important ». Et puis finalement, quand on essaie de pousser un petit peu plus en formation, en tant que formatrice, je vais beaucoup travailler sur les représentations sociales. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, hein, tous mes collègues formateurs ont cette démarche-là. On travaille beaucoup sur les représentations sociales qu'ils peuvent avoir sur des termes tels que la maladie, la dépendance. Et puis on essaie de les mettre en parallèle avec les valeurs professionnelles. En fait, leurs valeurs professionnelles, d'une manière générale, quand on fait une espèce de brainstorming sur les valeurs professionnelles, quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires pour accomplir votre mission? On a toujours des termes extrêmement positifs, qui sont toujours sensiblement les mêmes. En revanche, quand on leur demande de donner assez spontanément des mots pour parler de dépendance, de maladie, de grand âge, là, on a des termes qui sont assez à connotation négative. Et finalement, on se pose la question, alors j'essaie de les pousser dans une réflexion en leur disant, mais voilà, vous me parlez de votre métier, donc au travers de vos valeurs professionnelles, en me donnant des termes extrêmement positifs. Et puis quand vous me parlez du public dont vous vous occupez, là on trouve des mots un peu plus négatifs et donc j'essaie de les pousser à réfléchir là-dessus et c'est par ce débat, par ces échanges qu'on arrive petit à petit à une réflexion, à une remise en question de ces pratiques. On essaie de poser un débat qui n'est pas toujours évident, mais dans l'ensemble, même si l'exercice peut paraître assez simple, dans l'ensemble on a quand même des résultats assez positifs et surtout de la remise en question en fait. Sans être dans le jugement, bien évidemment, parce que, comme le disait Aude aussi, la profession des soignants en EHPAD, notamment, pour ne citer que, est souvent passée au pilori. On a souvent des discours assez négatifs sur notre métier, sur notre façon d'être ou notre façon de nous occuper des patients. Et donc, effectivement, dans la formation, et quand on essaie de leur parler justement de leur vocabulaire, on essaie de manière assez systématiquement de ne pas être dans la culpabilisation et d'être juste dans la remise en question pour pouvoir, par la suite, améliorer les pratiques et les attitudes, les comportements qu'ils peuvent avoir avec les patients. Merci beaucoup. Il faut rappeler d'ailleurs, toutes les études récentes vont dans le même sens, que si les personnes peuvent avoir, et pas tant que ça d'ailleurs, une image négative d'une EHPAD, des éléments comme ça, à plus de 70%, l'image est positive en ce qui concerne les personnels. Donc il y a là quelque chose d'abord de reconnaissance extrêmement forte. Donc c'est aussi tellement là. Et puis j'en profite pour dire que pour moi, l'un des intérêts essentiels de cette fondation, c'est ce que vous venez d'expliquer Aurélie, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion académique, mais que ça ne reste pas juste entre 27 lectures scientifiques, c'est-à-dire juste un petit microcosme. Ça va vraiment dans le concret. Ça va directement être appliqué, d'abord chez Corian, il n'y a pas le choix, d'une certaine manière, mais aussi, c'est aussi le but, et d'ailleurs il y a des personnes ici qui appartiennent à d'autres groupes, l'idée c'est aussi que ce soit appréhendé, repris par d'autres pour que ça change dans l'ensemble du secteur. Et donc ça, c'était pour moi un des éléments absolument majeurs de cet engagement, de cette fondation, c'est justement ça. On ne reste pas dans son levantin théorique, mais on va bien dans le concret pour essayer de faire changer les choses, essayer de faire bouger les lignes. Et ce que vous nous dites est exactement ça. Alors je vous propose de poursuivre. J'ai demandé à Sophie et Aude de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Et puis maintenant, il doit y avoir... Donc vous restez, il ne faut pas croire que c'est terminé. Et puis, nous allons faire circuler la parole à celles et ceux qui souhaitent
Ne soyez pas intimidés, tout va bien. Voilà. La première question. Attends. Parce que je vais vous demander de vous présenter à chaque fois, puisque en même temps, il y a 3 276 322 personnes qui regardent en ce moment, donc c'est important quand même de dire. Olivier Néel, Crédit Agricole Assurance. J'avais une première question volontairement provocatrice. Les EHPAD que gère Korian, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quand est-ce que Korian change la dénomination des EHPAD? Là, il y a des lois quand même. Hein. Maintenant. Pas mal. D'ailleurs, on se disait quel terme, même maison de retraite, c'est quand même... Voilà. Maison, c'est résidence, mais en tout cas, ce n'est pas un nom stigmatisant. Non, mais au-delà de cette question, est-ce que c'est un sujet de réflexion? Parce Bien sûr. Il me semble que dans cette noble entreprise que vous avez démarrée, ça me semble un point de passage intéressant, en tout cas, à examiner. En tout cas, je pense que ça dit énormément de la vision et de la construction du secteur que de désigner en fait ce qui est un lieu de vie et un lieu de soins par un acronyme administratif. Voilà. Gilles, vas-y. Mais c'est très intéressant parce que je rejoins complètement ce que vous venez de dire et vous posez une question d'une extrême actualité en fait. C'est-à-dire que on est beaucoup à penser qu'on est à la fin du concept d'EHPAD. L'EHPAD a été un progrès par rapport aux maisons de retraite parce que, en fait, dans le prolongement de la prestation spécifique dépendance et l'allocation autonomie, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, ça permet de trouver finalement un champ spécifique d'intervention et de pouvoir dissocier des budgets. Et dans un premier temps, ça a permis une meilleure utilisation des moyens d'une part et d'autre part de donner une spécificité au personnel. Parce que la difficulté que l'on a, on est dans des paradoxes. Si on banalise complètement et que la personne, elle est là simplement parce qu'elle vit longtemps et qu'il n'y a pas de souci d'autre, on est dans la continuité de quelque chose de positif, etc., etc. Finalement, le personnel se dit, bah, alors à quoi on sert? En quoi on est spécifique? Donc, ça a permis de faire exister ce champ-là sur un mot qui s'appelle la dépendance et qui... voilà, pendant quelques années, a été assez bénéfique pour faire augmenter en compétences. Le problème, dans l'historique, c'est que s'est créé la CNSA avec le lundi de Pentecôte vers 2002-2003, ce qui a permis en fait d'abonder en partie les allocations de moyens sur les départements et en même temps de renforcer le secteur du domicile. Et donc, on a eu une croissance très importante en fait du service à domicile pendant cette période-là. Et ça aboutit, et c'est une enquête de l'INSEE de 2013 qui le montre, qui a été faite avec la DGCS, c'est que 46% des personnes en GIR 2, donc très dépendantes, sont à domicile. Donc ça montre que la grande révolution qui a eu lieu, et puis en passant par les clics de 2001 de Martine Aubry, etc., que en fait la ville, comme service à domicile, a émergé comme un grand acteur, prenant quasiment 50% des gens dépendants en GIR 2. Mais du coup, les EHPAD qui initialement étaient là pour prendre les gens qui étaient en GIR 2, s'y retrouvaient à prendre que les personnes qui avaient des troubles cognitifs suffisamment graves pour être inadaptées à l'environnement et être obligés de trouver une autre solution. Et en plus, l'espérance de vie en EHPAD n'a cessé de décroître, puisqu'aujourd'hui, on vit 22 mois en EHPAD. Et donc, c'est devenu en fait des établissements de prise en charge cognitive, globale, environnementale, occupationnelle, mais également sanitaire, à condition que les médecins soient formés à ça. Et du fait qu'il faut que l'EHPAD devienne un EHPACOG, c'est-à-dire un établissement d'hébergement pour personnes âgées cognitives. Et dans ce cas-là, il faut qu'on repense en fait la présence médicale, parce que quand vous avez 80 lits avec 80 médecins différents, et un médecin traitant qui fait la permanence, mais en fait qui ne peut pas prescrire, eh bien on ne peut pas prendre en charge correctement les troubles cognitifs également sur ce plan-là. Et donc il faut qu'on mute de système et qu'on fasse réémerger un système intermédiaire qu'on a avorté au moment de la loi adaptation société vieillissement, parce qu'on voulait créer en fait un intermédiaire et on a fini avec une résidence autonomie entre parenthèses foyer logement. Donc on a un peu raté le coche, mais de faire créer cet intermédiaire qui soit un intermédiaire sociétal pour soit
ce que l'on appelle, ce qui restera du GIR 2 dépendance, mais aussi d'une inclusion sociale telle que ça a été présenté en introduction. Et c'est ça qu'on a à faire maintenant. C'est vraiment, pour les quelques années à venir, il faut qu'on se mobilise tous autour de ça, même si les oreilles qui devraient entendre sont sur d'autres champs actuellement. Juste dans le prolongement de ce que vient de dire le professeur Bayrou, ce que vous décrivez existe déjà tout près de nous. Si je regarde aujourd'hui les plateformes de services qui existent en Allemagne ou en Belgique, et on en a un certain nombre dans notre giron, elles fonctionnent exactement comme cela, c'est-à-dire avec des structures plus petites, effectivement très médicalisées et qui sont vraiment conçues comme des formes d'oasis pour des personnes qui souffrent de troubles cognitifs sévères et qui ont vraiment besoin d'avoir un environnement totalement apaisé. Et toujours sur le même lieu, ce qui permet du coup d'avoir finalement une proposition beaucoup plus riche et plus intéressante, y compris du point de vue des soignants, des résidences-services, mais qui sont des véritables résidences urbaines, parfaitement banalisées, et dans lesquelles on est capable très simplement, en tant que de besoin, d'aller médicaliser temporairement ou plus durablement, porter du repas, créer une vie communautaire, mais autant que les personnes qui y résident le souhaitent. Et ça, pour moi, c'est effectivement ce vers quoi le groupe Corian aujourd'hui pousse fortement au développement. C'est plus facile lorsque l'environnement réglementaire le permet. Donc c'est effectivement plus facile en Allemagne, plus facile en Belgique. Mais je suis absolument certaine qu'on peut aller, et surtout si on a un fort soutien des différentes parties prenantes, aller vers ce modèle-là en France également. Et que la loi ASV le permet. Après, je voudrais juste revenir sur la question effectivement quand même aujourd'hui de la situation des personnes qu'on accueille dans nos établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, nos EHPAD. On est quand même encore aujourd'hui, quand on prend les dernières cohortes, parce qu'on a quand même fait ces études, on est quand même sur des durées de séjour moyennes qui sont quand même encore proches des 3 ans en moyenne, mais avec une énorme dispersion, avec des gens qui restent très longtemps et beaucoup plus de séjours court séjour, quelques mois, aussi des solutions transitoires. Donc nos établissements servent aussi beaucoup à ajuster finalement, trouver la bonne solution lorsqu'il s'est passé quelque chose. Et je n'irai pas jusqu'à dire non plus que la totalité, on n'est certainement pas aujourd'hui c'est pas la majorité de nos résidents qui souffrent de troubles cognitifs sévères. Donc certainement, un grand nombre d'établissements sont en train de connaître cette évolution, mais ce n'est pas encore aujourd'hui, en tout cas pas chez nous, le cas en majorité. Je dirais 40% à peu près des résidents. C'est les chiffres nationaux 22 mois. Oui, je sais, donc c'est pour ça que je voulais donner ce qu'il a. Voilà. Moi, dans mes 400 lits d'EHPAD, c'est 95% de troubles cognitifs graves. Voilà, donc je pense qu'il y a des éléments de spécialisation, et d'ailleurs, c'est aussi une réflexion. D'autres... Où est le micro? Il y a une personne là qui souhaite. Frédéric Pain, donc je travaille à la Strat, l'école de design. Donc le sujet est passionnant évidemment, et on a tout de suite envie de dire, et maintenant comment on fait? Parce que vous avez parlé de la formation, mais est-ce que vraiment la formation c'est suffisant pour que notre vocabulaire change, pour que effectivement tous ces stéréotypes, c'est l'horreur quoi, à faire changer, donc ça passe par les mots aussi. Donc est-ce que vous avez déjà pensé aux actions qui vont tourner autour de cet acte de changement? Frédéric Pain fait partie du conseil scientifique. Alors est-ce que Aude? Oui, effectivement. Alors, ça ne va pas se faire comme ça, dans un claquement de doigts, parce que Aurélie le rappelait tout à l'heure, les habitudes sont compliquées à changer. Oui, donc il y a plusieurs actions. Donc, au-delà, effectivement, de la diffusion de ce guide qui sera mise à disposition de l'ensemble des collaborateurs, il y a également un dispositif de sensibilisation. Ce n'est pas vraiment du e-learning, mais en tout cas, c'est un petit film de sensibilisation qui sera présenté à l'ensemble des collaborateurs via la Corian Academy, donc, qui est en train de travailler dessus actuellement et qui va sortir, je crois, je regarde Sylvie, mais là, sur le mois qui vient. Donc voilà, qui sera diffusé à l'ensemble des collaborateurs. Donc tout collaborateur chez Corian aura, en tout cas, effectivement,
tous les éléments pour changer son vocabulaire. Il y aura également tout un travail qui sera fait dans le temps pour modifier tout ce vocabulaire dans les éléments de communication, les documents, le site internet. Enfin, il y a un gros chantier qui va être Est-ce que vous pensez possible de toucher aussi les familles, les aidants, puisque nous aussi on véhicule un vocabulaire qui est... Tout à fait. Alors l'objectif du guide justement que l'on vous a remis, c'est qu'il est effectivement à destination des aidants professionnels, mais également des aidants non professionnels, et qu'effectivement on souhaite aussi toucher les familles, nous, le grand public, à l'importance des mots qu'on utilise pour qualifier la vieillesse, mais pas que finalement, parce que ça peut se transposer à d'autres environnements également. Super, il n'y a plus qu'à faire des hackathons dans les maisons de retraite avec les familles. Oui, puis je me disais en écoutant, peut-être il faudrait qu'on arrive à faire une session, par exemple, au prochain salon des maires de France. Parce que dans les décideurs, les élus sont, et ont souvent, y compris les adjoints chargés de ces questions-là, ont parfois des termes assez violents. Et là, il y aurait aussi certainement quelque chose à inventer. On pourrait peut-être s'amuser avec ça. Voilà. Alors, Johan ? Johan Girard, donc je fais partie d'un autre opérateur associatif ADEF Résidence, et donc merci de cette invitation et de ce sujet de réflexion. Pour chez nous aussi, à travers une direction des sciences humaines et sociales, on se pose beaucoup de questions comme vous. Et je m'interroge en lien avec la perspective de nos futurs EHPAD, l'orientation autour de plateformes potentielles ouvertes sur l'extérieur et de coordination, pour lutter sur le sentiment d'enfermement, parce que je pense que les mots aussi qu'on utilise dans notre secteur peuvent enfermer le résident, ou générer un sentiment d'enfermement en tout cas, chez les professionnels aussi. Et du coup, est-ce que vous avez mis en réflexion l'impact du vocabulaire sur la notion de parcours, par exemple ? Je vois pour le projet personnalisé, vous proposez effectivement des programmes, mais qui peuvent avoir une notion d'institutionnalisation aussi. Et donc, dans cette logique d'ouverture, comment les termes de parcours pourraient éventuellement s'impacter aussi dans toute la sémantique de notre secteur, puisque nous sommes des institutionnels, donc on a aussi des réflexes classiques, et comment mettre en perspective cela avec l'EHPAD de demain peut-être, comme acteur de coordination. Vous avez une proposition ? Je comprends que le programme... Si, le parcours d'accompagnement personnalisé, qu'on est un acteur... Parcours plutôt que projet ou programme. C'est ça. Comment on peut être un acteur dans la vie d'une personne à un instant T, et comment on peut accompagner humblement ce parcours en tant qu'institutionnel ou autre dans le futur, puisqu'on pourrait peut-être être de futures plateformes. Derrière, on pourrait juste dire... Enfin, quand il y a une analogie, quelques-uns ici, je pense à Frédéric qui est en face de moi, par exemple, qui travaille beaucoup dans le monde HLM, on parle de parcours résidentiel. Et donc, il y a en effet cette logique. Alors, sauf que le parcours résidentiel est parfois complexe, parce que les gens ont du mal à sortir du HLM vu les coûts. Mais il y a cette logique-là, qui est donc d'accompagner le parcours du premier jour à son dernier jour. Donc, c'est bien un parcours de société ou un parcours social. Une autre... Annick Gilonnier du groupe de Musui, je voulais rebondir sur la question précédente et à la réponse précédente. Vous parlez de formation des collaborateurs. Est-ce que vous incluez la formation des directeurs de résidence ? Parce qu'il m'arrive, et heureusement, d'aller faire de nombreux tours dans nos résidences. Et quand j'entends un aide-soignant ou une aide-soignante crier dans le couloir « T'as fait, Madame Dupont ? T'as fini, Madame Duval ?» et que personne, je suis désolée, mais bon, je crois que c'est la réalité chez tout le monde, et que personne ne reprend cet aide-soignant pour lui dire de parler autrement, c'est assez désolant. Donc, est-ce que déjà, il y a une formation auprès des directeurs qui est prévue ? Alors, vous avez raison. De toute façon, ça ne marchera que si tout le monde est sensibilisé et formé. Donc, ce ne sont pas que les soignants, ce sont le directeur, le personnel administratif, l'animateur de l'établissement, enfin, c'est tout l'entourage de l'établissement, y compris les familles et les aidants. Enfin, c'est une sensibilisation qui doit se vouloir effectivement collective, si on veut imprégner les esprits et changer les mots et le langage qui est couramment employé. Mais vous touchez là du doigt aussi un problème plus large, qui se retrouve aussi dans l'environnement un peu plus hospitalier ou médical. Voilà, quand on désigne un patient par sa pathologie, ou voilà, enfin, ce sont effectivement des choses qu'on ne veut plus dans les structures aujourd'hui, et qui doivent faire
vous avez raison, l'objet d'une sensibilisation la plus large possible. On peut peut-être demander aux directeurs d'établissement qui sont présents, aux directrices qui sont présents dans la salle de... Ouais, je vous cherchais. Le micro arrive. Merci. Bonjour, Laetitia Gillet, directrice de Corien Champ de Mars. Bien, je rebondis effectivement sur ce que vous dites. Ce sont des choses que l'on entend aussi. La formation n'est pas suffisante, c'est aussi un état d'esprit que le directeur doit avoir. Je pense que la formation en elle-même, s'il arrive déjà, n'est pas en capacité de reprendre ses équipes sur des termes appropriés, c'est un peu compliqué effectivement. Mais en tous les cas, pour avoir la chance de faire partir du groupe Corien, effectivement, quand il y a des sensibilisations, formations, c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment un état d'esprit, c'est une dynamique qu'on met en place au sein de l'établissement. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une simple formation, c'est que derrière, il faut aussi assurer, il faut prévoir des référents en fait, qui sont en capacité de reprendre systématiquement tout ce qu'on met en place. La formation en elle-même, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas suffisant. C'est quelque chose qu'on doit emmener. On doit emmener en permanence, rabâcher. C'est un mot aussi qui est particulier dans le management, mais qui fait partie de notre métier. Et il n'y a que comme ça qu'on peut accompagner aussi les soignants, les équipes, et nous-mêmes, directeurs, qui parfois sommes dans notre quotidien dépassés par des choses et qui peuvent aussi utiliser des mots qui ne sont pas... Il faut aussi être en capacité d'accepter de ses propres salariés et collaborateurs d'être aussi repris et d'être humble en disant aussi qu'on n'est pas... on doit être exemplaire, mais on peut parfois ne pas l'être. Donc c'est aussi avoir cette humilité avec les salariés et accepter et leur dire que c'est possible d'être à un moment donné sensibilisé sur cette dimension du mot. Merci beaucoup. Le master que je dirige à l'INSEC, directeur des établissements de santé, il y a d'ailleurs des étudiants qui en font partie, et puis il y a des enseignants qui sont présents. On insiste aussi beaucoup sur cette notion, les termes, encore une fois, le début de l'enjeu, il est autour des mots qu'on utilise ou des mots qu'on est capable d'interroger. Et rien que d'ailleurs s'interroger sur les mots, d'abord c'est très bon en manière cognitive, donc sans doute que ça contribue aussi à faire tourner le ciboulot, donc ça c'est très bien. Et par ailleurs, ça permet d'avoir justement ce regard un petit peu différent. Alors une autre remarque ou question ? Oui, moi je voulais parler des enfants. C'est-à-dire, je crois beaucoup en tant qu'ex-directeur d'établissement que ce qui est fondamental dans notre regard sur le vieillissement et sur les personnes âgées, c'est d'arriver à mélanger, à mixer les générations. Pour moi, c'est essentiel. Et on apprend à parler aux enfants, on leur apprend à lire. Je crois qu'il faut, à un moment donné, que notre action porte aussi sur l'enfance. C'est eux les vecteurs de demain, de l'image de la personne âgée de demain. C'est eux les futurs vieux d'ailleurs. Mais je ne sais pas, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas ce que peut faire l'Institut, la Fondation dans ce sens. Il y a beaucoup de maîtres d'école et de professeurs qui sont très ouverts à des opérations comme le prix littéraire Chronos qui marche encore, qui était un prix littéraire qui avait lancé, intergénérationnel, qui avait lancé Geneviève Larocque et qui est formidable quand on le met je crois que ça a été fait chez Corien dans certains EHPAD d'ailleurs. Et on a un résultat formidable quand on fait lire à des enfants d'une classe, alors c'est tous les niveaux de classe qui peuvent être sollicités, les mêmes ouvrages portant sur la mémoire, la thématique c'est la mémoire, c'est la relation entre les plus âgés et les plus jeunes, à un groupe de personnes âgées et à un groupe de jeunes à qui on va donner l'occasion de discuter ensemble de ces ouvrages, on arrive à des choses formidables et je crois beaucoup en ça. Voilà. Et je crois que les enfants ont vraiment un rôle à jouer dans la construction d'une image plus positive des personnes âgées et ils ont plein de choses à nous dire et plein de choses à apprendre à la société en fait. Quand on s'est rencontré avec Sophie, je venais de sortir un bouquin sur la non-guerre des générations. Et donc on est beaucoup arrivé sur cette question d'intergénération. Et je dirais le cœur de cette fondation, c'est la question de l'inclusion sociale, c'est la question du lien, justement la question de l'intergénération. Et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, puisque le prochain rendez-vous qu'on vous fixera, c'est justement autour de l'intergénération. Carole ? Oui, moi, rapidement, je suis un petit peu extérieure, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de professionnels d'institutions ici.
moi, ce que j'entends ce soir me réjouit énormément. Parce que c'est d'une certaine façon une forme de prise de conscience de ce que sont les personnes vieillissantes, âgées, seniors, tout ce que vous voudrez. Et je ne peux m'empêcher de faire une analogie avec le monde de l'enfance, justement. J'ai pendant de longues années travaillé sur ces thématiques-là. Et on sait qu'il y a on va dire 80 ans environ, on considérait que l'enfant était un petit adulte. Il y a eu un énorme travail qui a été fait, je ne cite que Françoise Dolto, mais évidemment avec plein d'autres autour, avant, pendant et après. Et toutes ces personnes ont concouru à faire changer l'image de l'enfance, à la faire prendre en compte dans sa spécificité et à former du même coup effectivement tous les professionnels qui accompagnaient ces enfants et la société tout entière. Donc je pense que là, on est vraiment vers quelque chose qui peut faire levier. Alors c'est vous au travers de votre action et je dirais dans votre secteur, mais c'est évidemment ce que nous on fait à notre temps tous les jours pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et puis comme ça, je dirais de pas à pas, on va arriver. J'ai une petite anecdote qui est un petit peu décalée, mais qui est quand même assez éclairante. Je rencontre un jour un voisin de mes parents qui me dit « Ah, Carole, c'est Carole de notre temps. » Bon, je souris un petit peu, me dit « Vous pouvez pas savoir, comme ça me fait du bien. » Alors, ce monsieur était aidant. Et c'était il y a quelques années, quand ce mot n'était pas encore extrêmement utilisé. Et j'ai compris à quel point, parce qu'il me l'a dit, il parlait, selon lui, à une professionnelle du vieillissement, il m'a dit « Je suis aidant ». J'ai compris que ce mot qui sortait, là, qui était relativement récent, lui faisait un bien fou. Donc c'est un exemple pour dire effectivement que les mots peuvent accompagner, les mots peuvent aider, et puis les mots peuvent porter effectivement, je dirais, toute cette envie qui est en mouvement d'une société qui doit progresser dans l'acceptation du vieillissement. Ça, c'est un gros sujet très compliqué, très lourd, auquel on se heurte tous les jours. Mais je crois que ce qui se passe là, à l'aune de ce qu'on a vu se passer pour les enfants, c'est extrêmement enthousiasmant. Merci beaucoup. Si je reste d'ailleurs un quart de seconde sur la question des aidants, quand on a travaillé sur la loi d'adaptation de la société au vieillissement, ça a été plus qu'un débat, un combat sur la question de dire le mot déjà était une forme de reconnaissance et enlever certains termes. C'est-à-dire que le mot qui était souvent utilisé, c'était les aidants naturels. Si c'est naturel, 1, ça veut dire que ce sont les femmes. Si c'est naturel et que ce sont les femmes, 2, il n'y a aucune raison de les aider, puisque c'est normal qu'elles le fassent. Et donc le fait simplement d'interroger le terme, de trouver un terme plus large, c'est la notion d'aidant de proche, permettait de dire c'est pas que les femmes, et même si c'est les femmes, c'est pas ça le sujet, c'est comment on les accompagne, comment on les aide, comment on réduit la charge, et ainsi de suite. Donc on voit bien que simplement le terme, derrière, permettait de mettre en place des politiques publiques et des politiques plus larges. À propos des dents, Pierre. Oui, Pierre Denis est dans l'attitude. Pierre Denis est aussi membre du conseil scientifique. Ce mot d'aidant, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a beaucoup d'aidants qui ne s'identifient pas, qui ne savent même pas qu'ils sont aidants. Donc voilà. Mais on avance de plus en plus et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Aude tout à l'heure en disant que le fascicule sur les bons mots pour le dire était aussi bien valable pour les aidants professionnels que pour les aidants familiaux. Je pense que c'est quelque chose qui est très important au sein de la Fondation Corian. Il ne faut pas séparer tout le temps les professionnels des familles. Au contraire, il y a plein de passerelles qui peuvent se faire, il y a plein de choses très positives qui peuvent se faire entre les professionnels et les familles, c'est déjà le cas d'ailleurs. Et je pense que tous ces fascicules, ils peuvent, pour la plupart, être relayés facilement par des associations, par des familles, à destination des familles. Voilà. Autre chose, le vocabulaire, pour rebondir sur les bons mots, quelque chose de très important pour les aidants. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas les mots, on est stressé. Donc un aidant stressé, c'est quelqu'un souvent qui ne sait pas. Et si on lui rajoute une couche avec des mots très complexes qu'on ne comprend pas, ça rajoute encore plus de stress. Et le stress, il se communique. Voilà. Donc des mots simples, des mots doux, et ça permet d'apaiser tout le monde. Aude, des mots doux. Et je crois qu'il n'y a rien à ajouter. J'en profite en attendant pour dire que le conseil scientifique est composé, j'ai dit pas seulement de médecins, aussi de médecins, mais aussi un certain nombre d'acteurs et aussi des aidants et aussi des personnes avec Hold Up, d'une association de personnes âgées, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a voulu là aussi qu'il y ait un regard extrêmement multiple et extrêmement divers. Vas-y. On parle de mots, on me dit très bavard, donc je vais être pas trop bavard, je vais essayer. Je suis Paul-Émile Haï, le directeur médical donc des EHPAD, des maisons Corian, puisqu'on a décidé de les appeler comme ça. Donc pour répondre aussi à votre question,
Je remercie la remarque de Marianne, je rebondis sur celle également de Pierre. Les mots ont un sens chez l'enfant. Je me souviens avoir dit à mon fils qui est rentré de l'école en s'étant fait vanner, parce que le mot est ainsi sur son t-shirt. Il est moche ton t-shirt. Il était extrêmement choqué et je lui ai dit, je me souviens, je réfléchis un moment, je lui ai dit, mais les mots font beaucoup de mal. D'ailleurs, tu sais bien qu'on ne t'apprend pas des insultes parce que les mots font plus de mal encore que les coups. Et les mots grabataire, dément, etc., c'est pour ça qu'on s'est amusé facilement à faire cette traduction. Je me souviens dans ma formation de médecin que je m'insurgeais. Pourtant, on me disait que c'était le terme consacré, qu'il fallait appeler ainsi la démence. C'est le terme consacré. Et pourtant, l'étymologie de démence, c'est bien privé de son cerveau. Hein, c'est ça que ça veut dire en grec. Et voilà, je me disais, il n'est pas privé de son cerveau. Il a des troubles cognitifs, ce qui n'est pas la même chose. Eh bien, je voudrais saluer ici l'enseignement du professeur Chassagne à Rouen qui disait... notamment, il ne parlait pas trop de la démence sur ce terme-là, il me disait, mais grabataire, ça n'existe pas chez moi. Voilà, par exemple. Il disait, quand un interne arrive dans le service et qu'il me dit, ah, mais vous avez beaucoup de grabataires, il disait, je n'ai pas ça, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas ça en stock. Voilà. Donc, il faut se battre. Merci au professeur Beyrut de l'avoir dit. Je pense que tout passe par les enfants, mais les stagiaires, les jeunes, les nouveaux arrivants. Et dans nos établissements où nous avons le plaisir, où essayons d'avoir cette volonté d'accompagner les vocations, autant que dans les universités, amenons tout le monde à s'autoriser à changer les mots qui choquent tout le monde. Parce que je ne pense pas qu'un professionnel qui démarre sa formation accepte le mot de démence et de grabataire. Gilles, tu voulais peut-être... Oui, il y a deux types de remarques. La première, c'est qu'on a plusieurs fois évoqué une parole maladroite dans un couloir d'une aide-soignante. Je pense qu'il faut être conscient que de changer un mot pour exprimer mieux quelque chose, ça sous-entend en fait que ça puisse être utilisé par tous de la même manière. Les aides-soignantes des services ont une formation scolaire qui est souvent courte et c'est une population qui est multiculturelle et fortement multiculturelle. Et avec un accès au vocabulaire, à son usage, en fait, qui n'a pas l'habilité de quelqu'un qui a pu avoir la chance de recevoir une formation qui lui permet de jouer entre concepts sémantiques et sémiotiques. Et donc, ça veut dire que de mettre une académie avec ce changement de vocabulaire est indispensable. Parce que ça veut dire que cette chose qu'on appelait de cette manière-là, on décide qu'il faut qu'elle s'appelle autrement pour être mieux nommée, mais dans ce cas-là, il faut qu'on puisse faire un travail de norme pour qu'une personne qui n'a pas cette habilité de l'usage des mots puisse dire « quand j'utilise ce mot-là, je dis bien les choses ». Sinon, on peut toujours se moquer des aides-soignantes à l'infini, mais finalement, on ne leur donne pas la possibilité d'avoir ce répertoire, ce glossaire et son usage. Donc je pense qu'il y a une sorte un peu de conséquence morale, voilà. On change les mots, ok, et bien très bien, il faut s'atteler à en donner l'usage. Et je remercie monsieur d'attirer l'attention sur les mots utilisés. Alors c'est vrai que démence en français c'était le dementia, nous c'est la démence d'Esquirol, la dementia c'était Katzmann en fait, etc. Donc, bon. Mais la phrase qui a été rapportée maladroite du médecin, que vous avez rapportée pour la traduire après de manière correcte, c'est typiquement le médecin pas formé en gériatrie. C'est-à-dire de dire arrêtons ce vocabulaire médical. Non, pour moi c'est pas du vocabulaire médical. C'est du charabia médical qui se veut avoir un look gériatrique. Ça me fait un peu penser à Boris Vian dans Chronique du Jazz, qui s'amuse à faire une critique de Duke Ellington en ancien français. Et les instruments de l'orchestre qui prenaient une tonalité médiévale, c'est merveilleux. Bon, eh ben je pense que le médecin qui parle de la gériatrie de cette manière, il fait la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on utilise les mots à mauvais escient parce qu'on n'est pas formé. Et donc je pense que formation, normalisation d'un vocabulaire commun qui favorisera l'inclusion, qui favorisera l'utilisation hors du champ des professionnels, c'est un peu la conséquence de ce que vous avez courageusement engagé.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, cette notion de commun, hein, c'est le bien commun, c'est Orwell qui disait si on ne partage pas un bien commun, on ne fait pas société. Donc en effet, ça peut être des choses dramatiques. Mais Orwell disait si on trouve les bons mots, si on partage les bonnes choses, on construit une société solidaire, bienveillante, et ainsi de suite. Et finalement, on y revient à chaque fois. On va finir avec, comme dernière question, avec Frédéric. Frédéric Brun, président d'un service autorisé de maintien à domicile de nos aînés. Donne le nom parce qu'il est joli. Comment ? Donne le nom. Entraide à domicile. Ouais. Donc, et l'autre organisme, c'est Mixage. Avec une forme originale. Voilà. Moi, je trouve extraordinaire le travail qui a été fait. Il va être d'une extrême utilité. L'idée d'un vocabulaire commun, évidemment, dans la coordination autour des dialogues est très important. Ça valorise la personne aidée, etc. Et je pense que le multiculturel, j'allais rebondir là-dessus, doit être inclus compte tenu de la nature du personnel. Il y a par exemple un terme qui est extrêmement positif quand vous l'utilisez, c'est Chibani. Alors c'est le terme qui signale les aînés arabes, etc., du Maghreb. Je vous assure, quand vous dites Chibani, tout de suite, ça, c'est extraordinaire. C'est comme une figure allégorique, etc. Donc il faut peut-être creuser, aller plus loin dans le travail qui a été fait. Mais moi, je voudrais poser deux questions un peu poil à gratter. La première, c'est que je trouve que... il y a un risque de dépersonnalisation, parce que dans ce vocabulaire commun, dans la volonté des gens qui entourent le personnel de bas niveau de qualification, qui entourent la personne, il y a une volonté de personnaliser en trouvant des mots, du vocabulaire, en traitant. Alors, il faut qu'on arrive à discuter ça, c'est-à-dire à expliquer qu'il ne s'agit pas de dépersonnaliser la relation, il s'agit bien comprendre la différence entre prendre une distance, ce qui sera très important, ce vocabulaire aide à prendre la bonne distance, et ne pas non plus dépersonnaliser, parce qu'il y a une petite valeur ajoutée dans la relation humaine qui doit exister et qu'il nous faut appréhender. La deuxième, c'est la question de la réciprocité, parce que là, on parle beaucoup de l'aîné, mais l'aîné, je n'ai pas vu le mot d'ailleurs à proscrire dans l'étude, il dit mon aide ménagère. Or, l'aide ménagère, vous regardez les études de Pôle emploi, elles viennent de paraître sur les emplois, ils utilisent encore le mot qui est proscrit complètement dans la profession, qui est considéré comme méprisant. Aide ménagère, aujourd'hui, on ne parle pas, il y a aide à domicile, il y a auxiliaire de vie, etc. Mais il faut aussi que la personne qui reçoit l'aide, le service, apprennent à utiliser un vocabulaire. Donc cette question de la réciprocité, il va falloir la creuser aussi. Ce n'est pas à sens unique, c'est à double sens, le respect. Et peut-être ça aidera aussi les directeurs à créer de la respectabilité du métier, parce que c'est toujours très dur de respecter le métier. Voilà. Et la dernière, je voulais noter quelques éléments, c'est que je trouve que tout ce qui est à connotation sexuelle est singulièrement absent de l'ensemble des items. Il n'y en a qu'un, avoir une activité sexuelle. On parle de la personne âgée. Hein, voilà. Avoir une activité sexuelle, elle est neutre, à 6,2 dans la perception de l'individu, le ressenti à 5,8 dans la société. Or, ça, il faut trouver le moyen d'en parler, de le traiter. Il y a un tabou quand même là-dedans, dans tout ça. Je sais que nous, par exemple, offrir à une femme pour son centenaire une séance de maquillage, c'est 100 fois plus important que lui offrir une boîte de chocolat ou des fleurs. Et donc, je pense que vous avez ouvert un champ absolument extraordinaire dont il faudra creuser quelques pistes complémentaires. Je voulais juste apporter... Merci beaucoup. Frédéric, ça dépend de la boîte de chocolat quand même. Mais excuse-moi pour le chocolat, une boîte de gâteau. Voilà. Vous avez fait les trois ? Maquillage, fleurs et chocolat. Corian, c'est un peu exceptionnel, c'est pour ça qu'on est là. Si je peux me permettre de vous répondre, monsieur, par rapport à la notion de la notion de sexualité chez la personne âgée, effectivement, c'est un sujet qui est encore extrêmement tabou pour les personnels, pour les aidants familiaux. Ça commence à bouger parce que là, on le voit un peu par rapport à notre activité dans la formation au niveau de la Choreo Academy. Depuis une année maintenant à peu près, on a des demandes de plus en plus importantes d'avoir des formations sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'en anime une
sur un établissement à Clamart précisément. Donc ça commence à devenir un sujet important, mais ça reste encore un tabou, donc il faut laisser le temps au temps, et petit à petit les gens arriveront et accepteront d'en parler et surtout d'accepter qu'une personne âgée a aussi une sexualité et une vie intime, effectivement. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Allez-y. Merci. Bonsoir, je voulais juste rajouter un petit élément. On a parlé des mots, mais les mots, pour les apprendre, pour changer votre vocabulaire, dans notre métier, ils s'accompagnent de gestes et de regards. Donc il va falloir aussi, dans toute la formation, on change nos mots, mais quand on voit ne serait-ce que la photo qu'il y a sur l'image, on voit un regard et à côté on voit le mot. On voit le mot « mot ». Donc il faut justement bien accompagner ces mots avec des gestes et des regards sans les oublier aussi. Voilà, c'était juste un petit mot. Merci, on est tous, je pense, convaincus de ça, c'est un ensemble. Et je trouve que c'est quand même pas anecdotique que Sylvie Krefel soit avec nous. Elle vient de loin, hein, parce qu'en vélo, il y a à peu près 800 km à faire pour venir ici. Mais c'est la patronne de l'Académie Corian. Et là encore, c'est derrière cette question, encore une fois, qui m'intéresse, c'est qu'on est dans le concret après. On a des idées, on a des recherches, et ensuite, comment on les utilise. Et entre autres, bien sûr, vous l'avez tous dit, ça passera par la formation. Et là aussi, c'est quand même quelque chose, je crois, d'absolument central. Je ne vais pas résumer tout ce qui s'est dit. Ce qu'on voit bien derrière, c'est au-delà des bons mots pour le dire, c'est aussi les mots respectueux pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans le secteur. Et si on respecte mieux les personnes qui travaillent dans le secteur, si on les valorise mieux, ça veut dire aussi qu'on valorise plus les personnes qui en bénéficient, c'est-à-dire les aînés qui sont accompagnés. Et donc c'est bien un ensemble. Tu as utilisé le terme de réciprocité, qui est un des plus beaux termes qui soit, hein, puisque finalement toutes les relations dont on a parlé de dépendance. Alors tu disais l'inverse, c'est pas autonomie. L'inverse pour moi, c'est interdépendance. C'est nous sommes tous interdépendants. On a tous besoin les uns des autres. Et c'est une société n'existe que par cette notion d'interdépendance. Je sais que j'ai besoin à un moment ou à un autre dans ma vie de l'autre. Et même le plus grand des plus grands, je prends Teddy Riner, 2,50 m, 450 kg, je ne sais plus combien de médailles. Bon, voilà. Même Teddy Riner, il a eu besoin. Le jour de sa naissance, j'espère qu'il n'avait pas son kimono parce qu'il devait déjà être sacrément solide. S'il n'y avait pas eu des sages-femmes, s'il n'y avait pas eu des infirmières, voilà, il a besoin aujourd'hui de kinés, il a besoin de préparateurs, de coachs, et ainsi de suite. Même lui, qui est le plus fort des plus forts, a besoin aussi des autres. Donc cette notion de l'interdépendance, c'est la conscience de cette interdépendance qui fait qu'on a conscience de produire une société. Et dans cette interdépendance, il y a bien cette notion de réciprocité. J'aide, on m'aide. Hein, le care, c'est le soin mutuel, l'accompagnement mutuel. J'aide l'autre, mais il va aussi m'aider à un autre moment. Il va m'accompagner à un autre moment. En 2010, j'avais écrit un bouquin sur la société accompagnante, qui était finalement la suite de l'État-providence. On n'arrivera plus à financer l'État-providence, mais la suite, c'est une société accompagnante où finalement chacun aussi met la main à la pâte. Chacun aussi contribue. N'attend pas seulement du Dieu État ou de Jupiter de mettre de l'argent. Il en met aussi, où il met la main à la pâte, il agit, et ainsi de suite. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, ça contribue aussi à cela. Alors, on va finir sur quelques éléments pour la suite, pour vous donner quelques rendez-vous, puisque c'est donc la première, hein. Mais il va y en avoir d'autres, plein d'autres. Alors, avant les prochains rendez-vous, on parlait justement d'intergénération. Vous voyez, la Fondation a décidé de remettre un prix, de travailler sur cette notion de prix en valorisant une action. Pour la première année, ça sera autour du lien intergénérationnel. Chaque année, ça sera un thème autour de cette notion d'inclusion sociale qui forme l'axe majeur, la ligne rouge de la Fondation. Et sur la première année, ça sera autour du lien intergénérationnel. Et donc, il y aura un appel à projet, tout ça va être construit, ça sera présenté le 19 octobre. Aude y travaille jour et nuit en ce moment, surtout la nuit parce que le jour elle a autre chose à faire, il faut qu'elle prépare pour aujourd'hui. Voilà. Et donc ça sera autour de cette question-là. Quelles sont les initiatives et quelle initiative on trouve remarquable. Encore une fois, l'idée, c'est pas seulement une initiative remarquable, c'est aussi une initiative qui peut être reprise par d'autres. Notre idée, encore une fois, c'est d'essaimer. C'est pas seulement de dire c'est super, c'est aussi donner des idées aux autres, montrer que c'est possible et permettre justement, là encore, qu'il y ait cette dynamique. Donc ça, c'est le prix de la Fondation Corian. Et puis, juste pour vous donner rendez-vous les prochaines fois, vous voyez que rien que sur la fin d'année, vous voyez combien cette fondation, quand même, est sacrément tonique, parce qu'au-delà des recherches, au-delà des rencontres académiques, il y a toute une série de rencontres qui sont programmées. Donc aujourd'hui, c'était la première. On se retrouve le 19 octobre au même endroit.
autour de la question justement intergénérationnelle. Et puis on se retrouvera le 29 octobre autour de la notion de l'activité physique adaptée à tout âge. L'activité physique, c'est à la fois du lien social et de la prévention. Donc on est encore au cœur de nos projets. Et puis par ailleurs, on va poursuivre aussi les matinales. Les plateaux se font à Paris dans ce lieu, même si, encore une fois, on est retranscrit. Alors, on me donne les derniers chiffres. On est maintenant à 4 200 367 personnes qui sont en train de suivre. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. C'est extraordinaire. Et donc, les matinales, elles, se font ailleurs qu'à Paris. Parce que c'est aussi un enjeu évidemment important, c'est un enjeu territorial important. Les prochaines, c'est le 26 septembre 2017 à Marseille, et le 19 décembre 2017, ça sera à Toulouse, et puis on va poursuivre comme ça ce chemin à la rencontre des personnes, à la rencontre des acteurs, mais aussi en valorisant ce qui est fait par les salariés de chez Korian. Je vais m'arrêter là, je vais demander à Sophie de bien vouloir venir tout simplement conclure, même si mon vieux camarade Flaubert disait la bêtise c'est de conclure, mais il faut aussi lancer sur cette notion de conclusion. Elle a fait Normal Sup, donc elle est très littéraire et tout, donc Flaubert elle aime bien. Très bien. Effectivement, ça coupe tous les effets. Juste pour vous remercier vraiment très chaleureusement de votre participation, de votre contribution à ce premier plateau. Vous dire simplement que pour nous, Korian, en tout cas, il y a énormément à tirer, bien sûr, de l'étude des bons mots pour le dire, et dire que moi, l'engagement est simple. Ça fait partie des fondations de base, nos fondations BEST, qui sont dispensées à l'ensemble de nos personnels, puisque clairement, je dirais, la pierre angulaire de notre politique, c'est vraiment d'être capable de former chacun de nos collaborateurs chaque année, en établissement le plus près possible dans sa communauté de travail, mais vraiment d'être capable d'accompagner à travers une formation au quotidien. Et donc, les enseignements, les premiers enseignements des mots pour le dire, des bons mots pour le dire, vont se retrouver très concrètement là, dans les prochaines semaines, dans les modules de formation qui sont dispensés à tous. Ça va être aussi au cœur de la démarche de formation, cette fois-ci, qui s'installe sur une année que suivent l'ensemble des directeurs d'établissement à travers un programme campus, que l'on fait en particulier à un très bon institut INSEC que connaît bien Serge. Donc voilà, pour ce qui est en tout cas de nous, Korian, voilà les enseignements que l'on en tire. Mais vous l'avez vu, et ça a été très très bien dit, je crois que c'est à la fois par Gilles Berru et par vous, Madame Renucci, on est au début en fait d'un processus. Vous avez déjà ce soir proposé beaucoup de choses, d'ajouts, de compléments. Je trouve que la remarque en particulier qui a été faite sur cette notion de réciprocité et d'interroger aussi la manière dont on désigne, nomme, considère les soignants et toutes les personnes qui interviennent dans nos établissements, dans nos maisons, dans les établissements et les maisons, et de réfléchir aussi à l'image qu'on leur renvoie et à la manière de les considérer et d'une certaine manière de les reconnaître pour ce qu'ils ou elles souvent font et apportent est aussi très importante. Donc je dirais, prenez cette étude pour ce qu'elle est, enrichissez-la, servez-vous-en, c'est à ça aussi principalement que sert la Fondation. Voilà, merci beaucoup à tous, je vous donne rendez-vous le 19 octobre. Merci.